Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là en nombre. C'est génial de voir cet amphi plein. C'est un très beau résultat pour nous. Un projet scientifique qu'on finit avec autant de gens qui viennent écouter ce qu'on a pu faire. C'est vraiment une super bonne nouvelle pour nous. Donc je suis vraiment ravi. Surtout que vous avez énormément participé. Ça aussi, c'est unique. Une salle avec autant de gens qui ont autant contribué à un projet scientifique, c'est une très belle nouvelle pour nous. Donc, merci beaucoup d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment. Une petite heure de présentation, on va essayer de vous expliquer un peu tout ce qu'on a pu faire grâce à vous. Et puis après, on passera un petit moment festif en haut, musique et boissons, avec la tour Eiffel qui clignote, vous verrez, c'est super chouette. Pour commencer, voilà le timing. On va être plusieurs à vous faire des présentations assez brèves des différents aspects de ce projet. L'idée, c'est de vous montrer toutes les étapes. Certains d'entre vous ont participé à toutes les analyses, IRM et comportementales, d'autres les données comportementales, mais vous verrez combien tout ça est complémentaire et ça nous a permis d'obtenir de nombreux résultats. On vous montrera aussi nos travaux sur l'imagerie du cerveau des humains préhistoriques parce qu'on a réussi à en sortir quelque chose et ça, c'était le grand objectif du projet et on est vraiment ravis. Et puis, tous les travaux de diffusion qu'on a pu faire. Là, vous avez un exemple d'illustration avec une partie des chercheurs qui ont participé au projet et Tiffaine qui s'est auto-dessiné pour se présenter aussi, qui a pu illustrer tout ce qu'on a pu réaliser dans ses recherches. Mais ça n'a pu exister aussi que parce que vous avez participé. Normalement, certains d'ici doivent se reconnaître. Plus de 120 personnes ont participé au projet. C'est grâce à ça qu'on a eu tout un ensemble de données vraiment uniques. Et justement, maintenant, on va vous expliquer tout ce qu'on a pu faire grâce à vous. Mathieu. Merci Antoine, bonsoir à tous, merci d'être venu. Alors je dois dire Antoine, tu m'as bien eu parce que moi je pensais qu'on serait 20 en comptant les orateurs. Et non, on est un peu plus nombreux, c'est sympa, merci. Donc moi je suis Mathieu, donc moi je travaille à l'Institut du cerveau, pas très loin. Et donc je vais vous parler des acquisitions d'images par IRM qu'on a pu faire donc, sur une partie d'entre vous notamment, sur les volontaires de l'étude. Alors je vais être honnête, j'ai fortement recyclé ma présentation scientifique de cet après-midi. Mais je vais essayer d'être quand même un peu plus général, on va dire. Donc, pour commencer, nous, l'objectif principal, de notre travail, c'est de faire des images, voilà, simplement. L'objectif, c'est de valider les méthodes d'estimation de la longueur et de la position des sillons cérébraux qui sont éventuellement inférés par Antoine sur des crânes d'hommes préhistoriques. Donc pour ça, nous, on va comparer avec le modèle existant qu'on a aujourd'hui, à savoir l'homme. Donc on va numériser les cerveaux et on va essayer d'avoir, en plus de ces images de qualité de cerveau, on va essayer d'avoir une image de qualité du crâne pour pouvoir aller faire la relation entre l'endocrâne et la forme du cerveau. Voilà, donc pas de cerveau fossile, hein, donc c'est pour ça qu'on fait l'étude chez Homo sapiens. Donc obtenir des images du crâne sur un certain nombre de volontaires, ça c'était notre tâche principale. Donc là j'ai mis à 70, c'est une erreur, c'était 75. Donc répartis de façon à peu près équitable entre les hommes et les femmes. Donc notre objectif, c'est de faire deux grandes séries d'images. Une série d'images liées au crâne lui-même et une deuxième série liée au cerveau. Donc il faut savoir que le crâne, nous, il est nécessaire pour avoir une définition précise de l'endocrâne, parce que l'endocrâne, c'est finalement la cavité qui va contenir le cerveau, hein, bien évidemment, mais pas que. Ça va contenir le cerveau, les méninges en 3 couches, le liquide cérébrospinal, donc ça c'est une nouvelle nomenclature pour le liquide céphalorachidien, les vaisseaux sanguins et les nerfs cervins. Et les nerfs crâniens, pardon. Et par la suite, donc, on fait une deuxième série d'images, où là on va vraiment avoir une série d'images centrée sur le cerveau, et c'est sur ces séries d'images-là particulièrement qu'on va être capable d'aller détecter les sillons cérébraux, donc chez les volontaires, mais également on va pouvoir estimer le volume cérébral, le volume de certaines sous-régions du cerveau, par exemple le volume des ventricules, le volume des hippocampes, etc. Et on fait 2 séries d'images un peu supplémentaires qui sont un peu annexes au projet, donc on espère qu'on les utilisera un jour, qui sont l'imagerie de diffusion pour faire de la connectivité structurelle. Donc l'idée de la connectivité structurelle, c'est de faire en gros
les cartes de connexion du cerveau, voir comment les différentes régions du cerveau sont connectées entre elles, quelle est la câblerie en fait, du système. Et ensuite, on fait une IRM fonctionnelle. Ouais, on va essayer de voir mais comment ces régions sont connectées de façon fonctionnelle entre elles, c'est-à-dire quelles sont les zones qui vont s'activer de manière simultanée lorsqu'on demande aux volontaires, par exemple, de ne faire rien dans la machine. C'est-à-dire que même au repos, le cerveau travaille tout le temps. Si on capte plus de signal du cerveau, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, vous avez peut-être déjà vu des images d'IRM. Donc là, vous avez une image d'IRM à gauche et une image de scanner X, donc de tomodensitographie par rayon X, à droite. Donc là, tout de suite, ce qui doit frapper sur les images, c'est la différence de qualité. En fait, sur une image cérébrale, sur une image par IRM, vous voyez un très bon contraste dans le cerveau directement. C'est-à-dire que vous êtes capable de distinguer la matière blanche de la matière grise. Donc la matière grise, là, sur cette IRM pondérée en T1, c'est vraiment ce qu'on voit en gris sur le cerveau, puis la matière blanche, elle est blanche. C'est pratique. Et ce qui est en noir, en fait, c'est le liquide céphalorachidien. Mais en fait, si vous regardez l'image obtenue en scanner à droite, vous perdez complètement ce contraste. Enfin, il est encore un peu présent, mais il est très très limité. C'est pour ça qu'en général, quand on a en première intention, on préfère faire des IRM cérébrales plutôt que des scanners, parce qu'on voit un peu moins de choses quand même sur le scanner aujourd'hui. Par contre, le scanner, il a un gros avantage, c'est que le scanner, il donne une imagerie de l'os de grande qualité, et surtout une résolution plus importante. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à faire sur l'IRM, c'est de l'image de l'os de qualité. Et donc nous, notre travail, c'était d'être capable de mettre en place une manière de piloter la machine, une manière de contrôler l'IRM, en fait, de manière à faire en sorte qu'elle soit capable de produire des images de l'os de relativement bonne qualité, qui permet de rivaliser, peut-être pas complètement, mais en grande partie avec ce qu'on obtient par un scanner à rayon X, tout en ayant quand même l'avantage de ne pas ioniser les patients, voilà, ou les volontaires. Ça peut être sympa quand même, surtout quand on est volontaire. Donc, là, je vais être très très synthétique et je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Comment on obtient du contraste en IRM, surtout comment on obtient du signal en IRM. Donc il faut imaginer que ce qu'on image en IRM, c'est l'eau qui est contenue dans le cerveau, en gros. Et il y a 3 grandes étapes en fait à la génération de ce signal. La première, c'est on va chercher à polariser. Donc polariser, ça veut dire en gros, on va faire en sorte que tous vos différents atomes d'eau qui oscillent qui s'orientent dans différentes directions dans le cerveau au cours de la vie, c'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment une propriété nucléaire en fait, des atomes, on va leur imposer un état d'équilibre. Donc on va leur dire maintenant, vous restez bien droit et vous regardez dans une direction. Donc c'est le culbuto magnétique là, que vous voyez là. Vous allez voir pourquoi c'est un culbuto après. Donc la deuxième étape, c'est en fait, bon, il est tranquille, il a l'équilibre, là on va venir un peu le perturber. Et en fait, pour perturber un dipôle magnétique comme ça, enfin plutôt un moment, pour aller perturber cette polarisation, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des ondes électromagnétiques. Donc c'est pour ça que quand vous passez l'IRM, on vous met notamment un casque autour de la tête. C'est pour en partie exciter, mais aussi récupérer le signal. Donc c'est pour ça que vous avez souvent la tête prise dans un objet, contrairement au scanner. Donc on vient perturber cet état d'équilibre. Donc on dit qu'on fait basculer en fait l'aimantation dans le plan transverse. Donc là, finalement, on vient s'écarter de cet état d'équilibre. Et ensuite, il y a la troisième étape du phénomène de RMN, c'est la relaxation. Donc la relaxation, finalement, c'est le retour à l'état d'équilibre. Voilà, on a fait basculer le culbuto, et puis on va regarder à quelle vitesse il revient à sa position initiale. Et ça, il va le faire selon 2 composantes, les composantes T1 et T2. Donc c'est 2 composantes de relaxation différentes. L'une qui va être schématiquement dans le plan longitudinal, donc c'est la vitesse avec laquelle en fait, le culbuto va revenir à l'équilibre, et l'autre qui est dans le plan transverse, que je ne vais pas trop détailler, mais en fait, c'est celle-là qui nous intéresse plus. Donc le T1 correspond finalement à ce qu'on est capable de générer comme signal, et le T2 correspond à sa vitesse de disparition. Et nous, ce qui nous embête beaucoup, je vais passer là-dessus, c'est qu'en fait, là, je vous ai juste représenté en feu 2 évolutions temporelles de 2 différentes régions. Alors là, c'est de la moelle épinière, pour faire une illustration un petit peu différente. Donc le papillon, c'est de la matière grise, et en fait, ce qui est gris autour, c'est de la matière blanche. Donc là, c'est l'inverse, en fait, du contraste qu'on a classiquement en IRM pondéré T1. Et ce qu'il faut voir là, ce qu'il faudrait en tout cas, c'est que si on voulait faire ce type de courbe en fait, avec le signal de l'os, en fait, on se rend compte que très vite, le signal de l'os tombe quasiment à 0. Donc c'est pour ça, principalement, qu'en IRM, le signal de l'os, il est nul, c'est noir, on ne le voit pas. Donc là, sur des séquences et des pilotages classiques de la machine, ça nous pose un gros problème. En fait, c'est que l'os, on ne le voit pas. Donc pour ça, on a utilisé en fait une autre manière de piloter la machine qui permet d'imager des tissus comme ça classiquement on ne voit pas. Donc là-dessus, je ne vais pas vous embêter avec les détails. Juste, c'est une séquence qu'on appelle la séquence UTE. Voilà. Donc si on compare ici très rapidement sur l'image de gauche, en fait, ce qu'on obtient par imagerie, donc plutôt classique IRM T1, T2, c'est vraiment des IRM classiques.
UTE, c'est celle qu'on a vraiment appliquée au projet avec le scanner X. On peut voir, même si ce n'est pas forcément très flagrant ici, que l'image UTE est vraiment celle qui se rapproche le plus de la vérité terrain, la vérité étant le scanner à rayon X. Alors après, évidemment, si on est plus sensible à un certain type de tissu, donc là par exemple on est plus sensible au crâne, à l'os, bah, vous voyez bien que sur les images, par contre là, effectivement, le contraste entre la matière grise et la matière blanche, on a un petit peu perdu quand même sur ces IRM-là. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça c'est une des séquences qu'on fait, et on en fait d'autres pour obtenir des images plus contrastées entre le gris et le blanc. Donc ensuite, on utilise toutes ces images-là pour être capable d'aller faire finalement grossir ma région, comme ça sera mieux. Voilà. Ma région centrale ici. Donc on la fait grandir jusqu'à occuper toute la boîte crânienne. Donc on dit qu'en fait, finalement, ce qu'on obtient, c'est vraiment l'endocaste, c'est-à-dire l'intérieur de l'endocrâne. Donc vraiment ici. Donc c'est une reconstruction 3D qu'on fait ici. Et donc ça, tout ça a fait, c'était le début, c'était les débuts de l'étude Paléobrain pour nous, quand on a fait les premiers tests pour être capable d'aller finalement réinférer la forme et la position des sillons chez un volontaire versus ce qu'on était capable de mesurer par cette nouvelle séquence UTE. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce qu'on a presque fini d'analyser finalement, c'est la position des sillons sur les volontaires. On a fini d'analyser la position du crâne. Donc il y avait mon collègue Romain qui présentait ce matin, mais qui ne présentera pas aujourd'hui, enfin cet après-midi, pardon, qui a présenté en fait ces résultats de segmentation du crâne par des approches, des approches très à la mode d'intelligence artificielle. Mais en fait, on va pas sur le côté imagerie, on ne va pas s'arrêter là. Alors, enfin, on espère ne pas s'arrêter là, parce qu'on a quand même essayé de travailler un petit peu plus, donc sur des séquences un petit peu plus complexes, on va dire, d'imagerie du crâne, où là, on est vraiment capable d'aller imager uniquement le crâne par IRM, ici, donc avec des simples segmentations et pas trop de traitement du signal, on arrive à obtenir ces images, qui ressemblent finalement à juste des crânes ex vivo, on a supprimé le cerveau. On va beaucoup y travailler également sur la connectivité fonctionnelle, donc l'IRM fonctionnel et sur l'IRM de diffusion pour obtenir ce type de carte et essayer de lier ça avec les différents paramètres de latéralisation qui ont été obtenus chez les volontaires. Donc ça, ça ne marchera pas plus que tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'était pour illustration. Et donc là, c'était juste un petit aparté sur ce travail qu'on fait nous, qui est vraiment, on va dire, un travail très fondamental, versus nous, ce qu'on cherche vraiment à appliquer chez nos patients au quotidien, plus ou moins. Et donc, en fait, nous, l'imagerie de l'os, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup lorsqu'on fait de la thérapie par ultrason. Alors, c'est pas très connu comme technique encore, la thérapie par ultrason guidée sous IRM. Ça démarre en France, mais ça fait très longtemps qu'à l'étranger, c'est appliqué, notamment en Espagne. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller vraiment brûler par ultrason une petite région du cerveau. Mais en fait, c'est pas très grave parce que cette région, elle fonctionne pas bien. Et elle génère du tremblement, en fait, chez nos patients. Et l'idée, c'est d'aller léser cette toute petite zone ici qui s'appelle le noyau ventriculaire intermédiaire, ici. Et en fait, si vous brûlez réellement cette zone du cerveau, et ben, les patients, quand ils sortent de l'IRM, ils ne tremblent plus. Et c'est assez magique. C'est quelque chose qui, d'habitude, était fait avec des techniques plutôt ionisantes, type gamma knife. Mais là, l'avantage de cette technique par rapport aux techniques plutôt utilisées d'habitude en médecine nucléaire, c'est qu'ici, vous avez une réponse immédiate du patient, vous savez tout de suite s'il tremble ou s'il ne tremble plus. Là où sur les traitements plutôt anciens, il fallait attendre jusqu'à 6 semaines, plusieurs mois. Et surtout, ce n'est pas ionisant, encore une fois. Et donc, nous, on a besoin de développer des méthodes comme ça d'imagerie de l'os, parce qu'en fait, nous, l'os, pour les ultrasons, c'est également un souci, parce qu'en fait, l'os a tendance à s'opposer au passage des ultrasons, notamment. En plus, il va absorber l'énergie, donc il va chauffer un petit peu. Et puis surtout, quand on veut cibler une zone très précise, eh ben, l'os, lui, il va faire diverger le faisceau ultrasonore. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'en gros, on n'est plus capable de cibler de façon correcte lorsqu'on utilise ça. Et donc, toutes ces méthodes d'imagerie de l'os qu'on a développées en parallèle dans Paléobrain, l'idée, c'est d'aller les appliquer vraiment pour faire de la thérapie chez des patients sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le sujet initial. Donc, ça permet aussi un peu quelque part de recycler, de réutiliser la recherche qu'on peut faire sur des sujets peut-être plus fondamentaux, où des fois, on peut toujours être tenté de se poser la question, mais en vrai, à quoi ça sert? En quoi ça va changer notre vie? Alors ça ne changera pas la vie de tout le monde, ça changera quand même la vie d'un certain sous-groupe de patients, mais quand même pour eux, c'est important qu'on ait pu faire ce type de démarche scientifique. Et puis voilà, je remercie Antoine de nous avoir quand même associés depuis le début à ce projet. Et puis toute l'équipe donc du Centre de neuroimagerie de recherche à l'Institut du cerveau, et notamment tous les manipulateurs radio qui se sont succédés, parce que l'étude a quand même pris un certain nombre d'années,
Et puis, comme dans toute équipe, il y a un certain turnover. Donc, il y en a quand même pas mal qui ont travaillé sur ce projet, 8 en tout, qu'on a pu identifier. Puis, bien évidemment, mes collègues ingénieurs et chercheurs du centre, pour toute l'aide qu'ils ont su nous apporter dans la mise en place et la réalisation surtout de ce projet. Voilà, merci. Donc, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ameline Bardot, je suis postdoctorante ici au Musée de l'Homme et j'étais responsable de l'étude comportementale dans le projet Paléobrain. Donc, vous pouvez voir ici ma collègue Andrea Filippo, avec qui j'ai fait donc cette étude. Aller plus loin que le cerveau, pourquoi? Parce qu'on ne va pas parler que du cerveau. Donc, très rapidement, les humains, nous avons une spécialisation hémisphérique, avec chaque hémisphère qui va permettre un certain fonctionnement du corps. Et on a une hypothèse qui nous propose que cette spécialisation hémisphérique aurait coévolué avec l'émergence de la préférence manuelle, la fabrication et l'utilisation d'outils et le langage. Donc il y a des études qui ont travaillé sur cette hypothèse, qui ont pu montrer des liens en effet dans le cerveau, avec en particulier la préférence manuelle. Donc est-ce qu'on va plus utiliser la main droite, la main gauche pour utiliser des outils, pour parler? Mais il n'a jamais été pris en compte la totalité du corps. En fait, notre corps, il est latéralisé entièrement. Ce n'est pas juste la main, ça va être aussi les yeux, les oreilles, les pieds, absolument tout. Donc on a voulu tester quels étaient les effets de différents profils de latéralité sur les performances de la main. Donc différents profils de latéralité, par exemple, vous êtes droitier pour la main, mais votre œil directeur, ça va être le gauche, votre oreille la droite, voilà. Et on a testé ça sur différentes expériences. Donc pour ceux qui les ont fait, vous allez les reconnaître. Donc vous avez été 125 à participer. Merci beaucoup à vous, parce que c'était quand même un petit peu long de faire toutes ces expériences, mais j'espère que vous vous êtes amusés. Et vous avez été, donc il y a eu 101 droitiers et 24 gauchers. Donc bonne représentation de la population humaine. Donc il y avait tout d'abord un questionnaire en ligne qui nous a permis, nous, de savoir votre latéralité de tous les jours, donc comment vous utilisez vos mains, vos pieds, un petit peu tout. Ensuite, il y avait une tâche pour voir votre préférence manuelle, votre œil directeur et votre oreille directrice. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir des indices de latéralité et de savoir si vous étiez plus ou moins latéralisé pour une certaine fonction. Ensuite, on avait des expériences de performance sur la dextérité. Donc vous avez la première tâche ici, où il fallait mettre des petits pins en unimanuel, donc une seule main, ensuite en bimanuel, 2 mains, et ensuite il fallait construire une petite tour. On a eu aussi les expériences d'utilisation d'outils. Alors là, vous voyez, ma dextérité n'est pas terrible. Mais c'est vraiment compliqué d'utiliser ce pointeur. D'ailleurs, je pense qu'il y a une étude à faire. Hein, parce que, c'est pas logique en plus, hein, pas du tout. Voilà l'utilisation d'outils où vous avez utilisé, donc il y avait des cuillères, il y avait des pinces croco, et je vais refaire la blague de tout à l'heure, mais vous n'étiez pas tous là. Donc on a eu plusieurs personnes qui ont fait des expériences de différents métiers et des neurochirurgiens qui étaient très doués. Voilà. Donc, je voulais vous dire que c'était important d'avoir des neurochirurgiens qui manipulent très bien une magnifique petite pince croco ici. Voilà. Ensuite, on a mesuré la force manuelle, donc force de puissance à main pleine, et la force de précision entre le pouce et l'index. Et on a testé quels étaient les effets du sexe, donc homme, femme, de l'âge, des activités manuelles et de la morphologie des mains. Activités manuelles, si vous pratiquez un sport, si vous pratiquez de la musique, si vous faites du crochet le week-end, si vous faites du jardinage, et vous allez voir, les résultats sont très intéressants. Donc très rapidement, pour la force manuelle, les hommes sont plus forts que les femmes. Ça, on le savait déjà. On a pour les femmes un effet de la dextérité, c'est-à-dire que les femmes qui ont une bonne performance de dextérité présentent une force manuelle plus forte. On a aussi un effet de l'œil directeur, un effet de la morphologie de la main. Donc là, en particulier, c'est les femmes qui avaient un écartement élevé entre le pouce et l'index. Et en particulier, les femmes qui font de l'équitation. Pour les hommes, on a un effet de l'oreille directrice. Alors là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi
les hommes qui ont une oreille directrice gauche sont moins forts. Là, voilà, il y a des choses à creuser de ce côté-là, et peut-être qu'avec le cerveau, on pourra voir, je ne sais pas, quelque chose ici, un sillon qui manque, ou je ne sais pas. Un effet des activités sportives. Donc, plus vous faites de sport, plus vous êtes fort. Tous ceux qui viennent en vélo au musée, au muséum, au musée de l'homme, vous avez une bonne force manuelle. Et un effet de la dextérité. Donc, comme les femmes, en fait, pour la force de pincement, les hommes qui avaient une bonne dextérité avaient une force de pincement plus importante. Ensuite, pour la dextérité, les femmes sont meilleures que les hommes. Pour les femmes, on a un effet de l'âge. Plus on vieillit, moins notre dextérité est performante. Pour la dextérité manuelle, on va avoir un effet sur la dextérité unimanuelle, c'est-à-dire que si on est doué avec une seule main, on va être doué avec les deux mains. Quand on a une force de puissance, donc vraiment la force à main pleine, on a une meilleure dextérité. Et les activités manuelles ont un effet aussi sur la dextérité chez les femmes. Chez les hommes, on a un effet de l'âge, donc pareil, plus on vieillit, moins on est performant. La dextérité manuelle, comme les femmes, et la force de puissance. Alors là, c'était les résultats généraux. Mais je pense que vous attendez tous les résultats. Qui a été le ou la meilleure? Alors, pour des raisons de données personnelles, il n'y aura pas de photo, mais peut-être que certains vont se reconnaître, et je ne viserai personne dans la salle. Alors, la force manuelle. L'homme le plus fort est un homme qui fait de l'escalade, beaucoup d'escalade. Il était le plus fort des deux mains, main droite, main gauche. Je ne sais pas si je le vois dans la salle. Pour les femmes, la femme qui a la force manuelle la plus forte pour la main gauche, c'est aussi une femme qui fait de l'escalade. Ensuite, la femme qui a la force la plus grande pour la main droite, c'est une femme qui fait du tennis, qui est droitière. La force de pincement. L'homme qui a la force de pincement la plus élevée est quelqu'un qui jardine beaucoup le week-end. Je ne viserai personne avec des lunettes et une barbe blanche. Les femmes qui ont une force de puissance plus élevée sont des femmes qui font un métier de précision. Et ici, on a des bons métiers de précision au muséum, comme la taxidermie. La dextérité. La femme qui a montré la meilleure dextérité avec la main droite pour la tâche unimanuelle est une femme qui fait beaucoup de ukulélé. Vous êtes la meilleure, madame. Pour la main gauche, pour les femmes toujours, donc c'est une femme qui fait de l'escalade et du piano. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que j'ai mis dans mon questionnaire? Pour les hommes, qui c'est qui a la meilleure dextérité? Un homme qui fait beaucoup de bricolage, je sais qu'il n'est pas dans la salle, mais qui est aussi archéologue au passage. Un paléontologue, qui est à côté du monsieur à la barbe blanche et aux lunettes. Et on a aussi, alors là c'était très intéressant, c'était surtout là pour les résultats, donc la main gauche, la force chez les hommes, c'est quelqu'un qui fait un métier plutôt bureaucratique, mais qui a été très longtemps paysagiste et qui a fait de la flûte traversière pendant pas mal d'années. Donc c'était aussi l'intérêt de vous demander dans le questionnaire quelles étaient vos activités pratiquées avant. Alors pour les femmes, la dextérité, bimanuelle, les deux mains, la meilleure femme est une neurochirurgienne. Donc là, c'est très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Après, il y a certains hommes neurochirurgiens, on va peut-être pas aller les voir, hein, mais ça, je veux dire. En tout cas, les femmes, bravo. Pour la dextérité bimanuelle, où là, c'était la construction. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'était assez compliqué. C'était construire cette petite tour avec les deux mains. Donc pareil, là, on a deux femmes ex aequo, neurochirurgienne et la femme précédemment qui fait de l'escalade et du piano. Pour les hommes, nous retrouvons notre monsieur qui était paysagiste et qui faisait de la flûte traversière. Donc tout ceci en fait est très intéressant pour nous parce qu'on a vraiment une base de données énorme sur vos comportements.
vraiment très très détaillé. Ça n'a jamais été fait avant. Et puis avoir 75 personnes qui ont fait l'IRM, ça va nous permettre de regarder donc la morphologie du cerveau et ses liens avec cette latéralité. Et on a fait de petites analyses préliminaires qui montrent un effet par rapport à votre préférence manuelle. Donc si vous êtes droitier, on a ici le cerveau, on a une avancée qui s'appelle donc les pétalia, donc je ne suis pas spécialiste, je ne dirais pas, mais on a une morphologie qui va être particulière pour les personnes droitières. Voilà. Donc je vous remercie et encore merci d'avoir participé aux expériences. Donc bonjour à toutes et à tous, déjà bienvenue au muséum, au Musée de l'Homme. Je m'appelle Victor Geland et je suis ingénieur d'études au Musée de l'Homme sous le projet Paléobrain avec Antoine Balzo. Et j'ai travaillé notamment sur la caractérisation entre vos cerveaux, notamment les sillons cérébraux, et les empreintes qu'on observe sur les endocrines. Pour ceci, plusieurs volontaires, notamment ici présents, sont passés des IRM, qui ont duré 1h10. Tous ceux qui sont passés par là savent que c'est un peu long. Mais grâce à ces IRM, on a réussi à obtenir différents types de séquences sur lesquelles, donc c'est des images sur lesquelles on peut sélectionner des différentes valeurs de gris pour isoler et extraire différents types de tissus, notamment le cerveau ou différentes structures, notamment l'endocrâne. Donc vous pouvez voir ici votre cerveau et finalement le moulage interne du crâne. Et c'est ce sur quoi j'ai travaillé de longue haleine. Donc, dans un premier temps, j'ai récupéré tous vos endocrines. Je les ai appariés avec votre cerveau et je les ai tous superposés dans un même espace 3D. Ça me fait un petit support de travail sur lequel je vais pouvoir commencer à, comme vous allez le voir, si ça veut bien. Voilà. Ah ouais, mais ça marche pas. Ah mais c'est super lent. Bon, en gros, là, il y avait une vidéo sur laquelle... Ah bah voilà, ça bouge. Ouais, en fait, je regarde tous vos endocrines avec les cerveaux superposés. Bon, c'est super lent quand même. Et on observe en fait toutes les empreintes laissées par le cerveau à l'intérieur de votre boîte crânienne. Ces empreintes, je regarde si elles sont corrélées avec les sillons de vos cerveaux. Et quand il y a bien une corrélation entre les deux, je mets un petit marquage. Et j'ai fait ça pour l'ensemble de vos 75 endocrines. Donc c'est un travail qui m'a pris pas mal de mois et assez répétitif, mais finalement, les résultats ont valu cet effort. Tac. Voilà. Dans un deuxième temps, grâce au logiciel BrainVisa développé par l'équipe de Neurospin, on a pu sélectionner en fait et identifier tous vos types de sillons dans le cerveau. Vous avez des sillons primaires et des sillons secondaires. Et grâce à cette nomenclature de sillons, on l'a projeté sur toutes les marques qui sont associées à vos sillons cérébraux sur les endocrines. Donc vous voyez les petites couleurs en haut à gauche correspondent aux petites couleurs en haut, en bas à droite. Sur les endocrines, qu'est-ce qu'on observe tout simplement? Donc vous avez à droite les marques laissées par les sillons de vos cerveaux. Vous avez aussi des marques qui ne correspondent pas à ces sillons. Et là, on a fait un petit travail pour nuancer, on va dire, quel type d'information peut-on lire sur un endocrine. Et ces marques qui ne sont pas associées à vos sillons, je les ai marquées dans un deuxième temps. Vous allez voir, j'en ai fait toute une encyclopédie par la suite. Mais un endocrine n'est pas une structure qui est homogène en termes de marquage de sillons. Il y a des zones qui sont plus marquées, notamment votre lobe frontal ou votre lobe temporal. Mais votre lobe pariétal
est une zone beaucoup plus lisse où on n'arrive pas tellement à lire des informations telles que vos sillons. Tac. Ici, vous avez une petite animation. Alors, j'espère que ça va se lancer pour, on va dire, pour illustrer tout ça. Donc ici, vous avez le crâne d'un des volontaires, avec en transparence le moulage interne du crâne, donc l'endocrâne, où j'ai posé les sillons et les marques non associées aux sillons, et où par transparence, on peut les superposer à votre cerveau. C'est très joli. Et en fait, quand on superpose le tout, toutes les traces que qui sont associées à vos sillons sur le cerveau, ça donne une encyclopédie, donc celle qui est présentée ici avec toute la nomenclature basée sur l'identification des types de sillons dans vos cerveaux. C'est une base de données très conséquente qui nous permettra par la suite d'être utilisée pour tout ce qui est endocrine fossile notamment, puisque le cerveau n'est pas fossilisé. C'est quelque chose qui va nous permettre d'améliorer, on va dire, toutes les descriptions que l'on a faites jusqu'à maintenant sur les endocrines fossiles. Donc, ça peut être sur du Néandertal, sur Cro-Magnon, sur du Erectus. Et dans un deuxième temps, j'ai fait l'encyclopédie de toutes les marques qui n'étaient pas associées sur les endocrines. Et alors, petite chose à noter quand même que j'ai oublié. Comme on l'a vu précédemment, toute la zone supérieure de vos endocrines présente moins de marques. Et donc, on observe une plus grande densité de marques au niveau de la zone inférieure. Contrairement aux marques qui ne sont pas associées au sillon, qui sont majoritairement présentes dans la partie supérieure de votre endocrine pour diverses raisons anatomiques. J'ai fait essentiellement aussi une base de données d'imagerie des 75 volontaires, donc, où sont rassemblés les endocrines, les cerveaux avec endocrine avec sillon et cerveau avec sillon. Donc ça fait une énorme base de données sur lesquelles on pourra exploiter par la suite pour de futurs projets. Donc pour cela, merci à vous. Ici, un petit exemple d'application. Donc vous voyez bien que à gauche, vous avez un endocrine, à droite, le cerveau respectif, et on peut marquer, effectivement, grâce à notre atlas, les marques et à quel type de sillon correspond tel type de marque. Et cela va nous permettre de pouvoir inférer sur du matériel fossile. Ici, vous avez l'endocrine de l'homme de Floris Bald, sur lesquels il existe le même type de marque que sur vos endocrines, et pour lequel j'ai superposé avec mon encyclopédie et comparé la taille, la forme, la direction de chaque marquage. Et en fait, c'est un travail qui fut nécessaire, long mais nécessaire, pour ensuite permettre à Aurélien Mounier, mon collègue, de reconstituer le cerveau d'hommes fossiles, notamment Néandertal et Cro-Magnon. Et vous allez voir plus en détail ceci avec Aurélien dans une prochaine présentation. Tac. Merci à vous. Bonsoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis paléoanthropologue au CNRS, je travaille au Musée de l'Homme, dans la même unité qu'Antoine Balzo. Et donc on va parler de reconstruction en 3D du cerveau des humains préhistoriques. Donc il s'agit de populations soit qui ont disparu, mais qui peuvent exister encore de nos jours en tant qu'espèces, hein, comme l'homme de Cro-Magnon par exemple, ou carrément de populations et d'espèces disparues comme la chapelle aux seins, les Néandertaliens. Alors, donc là, d'abord, je vais vous parler de l'homme de Cro-Magnon. Donc ça, c'est peut-être une image que vous avez vue si vous vous intéressez un petit peu au Musée de l'Homme et à ce que fait Antoine depuis quelques années, où on voit un petit peu comment on va passer du fossile. Donc ça, c'est l'homme de Cro-Magnon, 28 000 ans, très connu, conservé au Musée de l'Homme.
visible dans la galerie de l'évolution ici, l'original. Donc l'idée, on va numériser ce crâne, hein, c'est un micro CT scan, et à partir de ça, on peut extraire la forme de l'intérieur du crâne. Donc la partie vide, on peut la modéliser, on a une idée de la forme du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'endocrâne. Évidemment, ce n'est pas le cerveau, parce que, comme a expliqué tout à l'heure Mathieu, il y a beaucoup de choses entre le cerveau et l'os, et donc on a tout ça réuni en un seul objet homogène, mais néanmoins, en paléanthropologie, en paléoneurologie, ça fait des années et des années et des années qu'on travaille sur ce type de matériel pour étudier l'évolution du cerveau des populations fossiles, puisque le cerveau ne se fossilise pas, sauf cas exceptionnel. C'est notre matériel primaire pour faire des hypothèses sur ce qui se passe d'un point de vue de l'évolution au niveau du cerveau au sein de la lignée humaine. Donc ici, dans ce cas-là, pour Cro-Magnon, on avait fait un système avec Antoine où on utilise donc un cerveau d'un individu actuel, d'un Homo sapiens actuel, qu'on va, à l'aide de certains points anatomiques, déformer pour qu'il remplisse cet espace de l'endocrâne et pour proposer une reconstruction visuelle d'un cerveau possible de Cro-Magnon. Donc c'est ce que vous voyez ici, et puis qui avait été imprimé. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas s'ils sont encore là, les impressions, après. Donc vous pourrez en voir en vrai, ça a été imprimé par les collègues de Sculpteo. Donc comment on a fait dans le détail? Donc on a utilisé une méthode qui s'appelle la morphométrie géométrique, hein, pour travailler sur... alors je ne sais pas si je... Non, je ne vous en parle pas vraiment. Sur la morphologie en 3D dans l'espace, etc. Donc on parle de l'endocrâne de Cro-Magnon 1, on parle du cerveau d'un humain actuel, et puis on va placer des points repères, des landmarks sur l'endocrâne et sur le cerveau. L'important, c'est que ces landmarks ils puissent être identifiés, on appelle ça des points anatomiques homologues, donc qu'ils soient identifiables à la fois sur le cerveau humain de l'individu qu'on utilise et sur l'endocrâne des fossiles. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez, c'est petit, hein, il y a des points rouges, des points noirs et des points verts. Donc il y a des points anatomiques qui vont nous permettre d'être utilisés comme référence entre le cerveau et l'endocrâne. On va les aligner ensemble et on va permettre une déformation du cerveau dans cet espace anatomique balisé pour faire justement cette modélisation du cerveau de l'homme de Cro-Magnon. Donc en gros, vous avez dans un espace en 3 dimensions l'endocrâne et le cerveau de l'homme actuel. On va les aligner, on va les mettre à l'échelle, et puis ensuite, on va déformer le cerveau de l'homme actuel en utilisant ces points de repère anatomiques que je vous ai montrés juste avant, dans l'espace qui correspond à l'endocrâne de Cro-Magnon. Donc là, vous avez l'endocrâne. En transparence, on va voir apparaître le cerveau une fois déformé. Et donc, on peut avoir une idée plus précise de la proportion des lobes temporaux, frontaux, etc., du cerveau chez cet homme préhistorique qui est mort il y a 28 000 ans. Donc ça, c'était une première étape. C'était assez facile parce qu'on est au sein de l'espèce humaine, l'espèce Homo sapiens. Notre espèce, donc même si on a un fossile de 28 000 ans, c'est Homo sapiens. Donc du moment que c'est Homo sapiens, on peut plus facilement avoir des points de repère anatomiques qui vont être homologues chez l'endocrâne et le cerveau actuel. Et puis la déformation qui est nécessaire pour, je dirais, modéliser ce cerveau préhistorique, elle est moins importante que si on va tenter de modéliser le cerveau, par exemple, d'une espèce qui a disparu comme les Néandertaliens. Donc pour faire ça, pour travailler sur les Néandertaliens, il fallait vraiment qu'on s'appuie sur le travail qu'a présenté Victor, donc fait par Nicole Bras aussi, Andrea Filippo, avec cette énorme base de données de 75 individus pour qui on a l'endocrâne, le cerveau et une description complète des sillons observables sur le cerveau et sur l'endocrâne. Pourquoi? Parce que ces sillons, on va s'en servir comme marqueurs anatomiques. Donc là, c'était une étude qui a été publiée en 2024 d'ailleurs, assez récemment. Mais on avait demandé à des chercheurs d'essayer d'identifier sur un endocrâne des sillons qui sont reconnus comme des sillons. Ça, c'est un atlas général des sillons du cerveau de l'espèce Homo sapiens.
pour voir si on arrivait, en étudiant l'endocrâne, à de fait décrire la morphologie du cerveau. Donc dans ce cas-là, on avait à la fois l'endocrâne, le cerveau de la même personne, on pouvait superposer, on pouvait voir exactement où se trouvaient les sillons sur l'endocrâne, et donc ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'on observait déjà en tant que chercheur sur l'endocrâne, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on observait, puisqu'on n'avait jamais fait ce genre d'études, et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas si bien que ça, qu'il y avait quand même pas mal d'erreurs et de déchets, hein. On est à 50% de problèmes sur les observations faites par les chercheurs sur l'endocrâne sans l'aide du cerveau. Mais ça nous permet aussi de se concentrer sur les sillons qui sont les plus importants, qu'on va reconnaître le plus facilement sur l'endocrâne. Donc ça, c'est une étape qui était très importante, énormément de travail pour finalement reconstruire un cerveau de Néandertal, bravo, mais qui est nécessaire. Sinon, on ne peut pas faire du travail correct. Donc, dans le cas de la chapelle aux seins, ici vous avez le crâne de la chapelle aux seins avec le cerveau humain qui a été utilisé pour la reconstruction. Et ce qu'on a fait, donc ici vous avez les sillons sur le cerveau humain, hein, tels que Victor les a modélisés, et de ce côté les sillons sur l'endocrâne. Donc on va marquer, on va mettre des courbes en 3D sur un certain nombre de sillons. Donc, j'ai identifié sur l'endocrâne de la chapelle aux seins à peu près 6 sillons que je pouvais retranscrire, que je pouvais observer, que je pouvais marquer avec des courbes en 3D, des landmarks. Donc vous les avez là en bleu. Et puis j'ai ajouté quelques landmarks pour montrer les contours des lobes, etc., pour aider dans la reconstruction. Donc voilà ce que ça donne au moment où on fait l'analyse. Donc on va aligner les individus. Ici vous avez l'endocrâne en bleu de la chapelle aux seins, un néandertalien, aligné avec le cerveau humain qui a été utilisé pour faire la reconstruction. On déforme le cerveau dans l'espace 3D qui a été défini par les landmarks et par la forme de l'endocrâne. Et voilà donc une petite image où on voit le cerveau apparaître avant la déformation. Vous allez voir, là, il y a quand même une différence très importante dans la conformation du cerveau des Homo sapiens et des Néandertaliens. Et donc là, le cerveau de la chapelle aux seins. Donc voilà, après on peut regarder un petit peu les proportions des différents lobes qui sont différents chez l'Homo sapiens, chez les Néandertaliens. Ça, c'est la première reconstruction qui marche à peu près, on va dire, d'un cerveau de Néandertalien. Évidemment, c'est pas parfait, hein, ça donne des indications. Ce qui est parfait, ce qui est très important, c'est la position des sillons. Enfin, parfait. Ce qui est en tout cas très important, c'est la position anatomique des sillons, qui peuvent être analysés par ailleurs dans d'autres analyses. Mais néanmoins, la production de cette modélisation du cerveau, je pense que c'est important aussi. Ça nous donne vraiment un aspect visuel à comment pouvait être organisé un cerveau des Néandertaliens, parce qu'à présent on ne savait pas. Donc voilà, donc là on a fait 2 fossiles, on continue, on travaille sur l'Aphéracite, qui est un autre Néandertalien qui est au musée de l'Homme aussi. Et puis après, un peu plus compliqué, peut-être tenter de faire un ou 2 Homo erectus. Là, c'est plus compliqué parce que c'est plus ancien, parce que les endocrânes, ils ont aussi moins d'informations, souvent parce que les spécimens sont moins préservés. Et en plus, on a moins le modèle humain, le modèle de l'Homo sapiens, il va marcher moins bien avec des Homo erectus qui sont très anciens et qui sont plus éloignés de nous qu'avec des Néandertaliens qui sont plus proches de nous. Donc voilà. Et ben, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tiffaine Desrets, je suis illustratrice scientifique et j'ai participé à la mise en page et à la diffusion du projet Paléobrain. Donc, le premier aperçu de ce projet que j'ai pu avoir, c'était en janvier 2024. Donc, un peu comme vous, la plupart des gens qui êtes dans la salle, c'était l'intérieur d'un IRM. Donc, j'ai fait partie des volontaires qui ont passé l'IRM du cerveau
pour avoir des images et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre crâne. Et donc, cette expérience m'a quand même permis de comprendre le point de départ de la recherche, comment la machine fonctionnait et l'utilité des images qui ont ensuite servi à la recherche. Et donc, le lendemain, je suis revenue pour pouvoir dessiner la procédure et le processus d'IRM, le processus de notre ami Victor que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est une prise de notes là qui était vraiment utile pour tout ce qui était narration et surtout pour capter l'essentiel de tout ce qu'on pouvait voir dans le processus médical et scientifique. Et donc cette prise de notes graphique, j'ai pu la garder tout au long du stage que j'ai effectué au Musée de l'Homme. Ça me servait surtout à prendre en note les objets que je ne comprenais pas forcément ou alors des fossiles que je pouvais voir en vrai. Et c'est une immersion dans le monde scientifique qui m'a permis de développer différents styles graphiques et des types de dessins pour valoriser la recherche. Donc on a eu l'opportunité avec Antoine de sortir un livre qui s'appelle « Dans la tête de nos ancêtres » aux éditions Belin et en coédition avec le Muséum d'histoire naturelle. Donc c'est un livre en fait qui retrace vraiment tout le processus de recherche, les gens qui ont participé à cette recherche et qui présente les sujets d'études. Donc rapidement pour le style graphique, en fait, c'est surtout du noir et blanc. Pour ce style-là, je me suis vraiment inspirée des premières gravures médicales et des premières gravures d'illustration scientifique. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un bon compromis entre le détail naturaliste et l'abstraction qui est très utile en dessin scientifique, qui permettait une meilleure compréhension pour le grand public. Voilà, donc là, c'est des images que vous avez beaucoup vues dans les présentations d'avant, qui représentent la chapelle au sein et Cro-Magnon 1, ainsi que des représentations des premières images IRM. Voilà, donc le plus gros de ce travail, en fait, c'était de rendre une image technique intelligible et plus accessible pour le grand public. Donc je parlerai d'images techniques pour désigner les images médicales, la segmentation et les modélisations 3D, et plus d'images poétiques pour tout ce qui est schéma didactique, des représentations et des vues d'artistes. Donc une des plus grandes forces du dessin, à mon sens, c'est de pouvoir faire de la rationalisation, de l'abstraction et mettre en exergue des choses qui ne sont pas forcément visibles sur des images qui servent de diagnostic, comme les IRM par exemple. Et les illustrations servent surtout à la pédagogie. Le dessin médical, à mon sens, c'est quelque chose qui a une grande force, qui est de pouvoir créer comme un filtre qui fait en sorte qu'on puisse regarder des images anatomiques sans forcément être dégoûté, ce que la photo ne permet pas. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu de tous les types d'illustrations que j'ai pu faire pour ce projet. Outre les dessins scientifiques, en fait, j'ai fait plusieurs autres types de dessins, les schémas didactiques dont j'ai parlé plus tôt, les représentations des personnes travaillant sur la recherche, la mise en lumière des lieux, les reconstitutions et un peu de couleur aussi. Et un des buts principaux de cet ouvrage, c'était aussi de réhumaniser la recherche, dans le sens où dans les articles scientifiques, on voit beaucoup de données, beaucoup de résultats de recherche, mais assez peu les chercheurs finalement. Donc là, le but, c'était vraiment de plonger dans l'univers des chercheurs et de regarder un peu par-dessus leur épaule leur spécialité et tout ce qu'ils font. Quand je parle de réhumaniser la recherche, je parle aussi de nos sujets d'études, qui sont des fossiles ou des moulages, parce que derrière ces sujets d'études, il y avait quand même des humains qui ont vécu, qui ont inventé des choses. Et le but, c'était aussi de les représenter eux et de laisser une part d'imaginaire au public. Et réhumaniser la recherche, ça passe aussi par vous les volontaires, puisque Antoine l'a montré tout à l'heure, je vous ai représenté en train de faire vos activités favorites. Vous avez bien servi à la recherche pour ça. Vous avez été bien utile pour la latéralité. Et donc, outre les illustrations, il y a aussi plusieurs autres types de médiation qui ont été possibles pour ce projet, qui était la semaine du cerveau au Musée de l'Homme en mars 2024, où il y avait plusieurs petites activités qui étaient proposées pour différents publics. Donc, ce qui fonctionnait bien en termes de médiation, c'était vraiment l'interaction entre chercheurs et visiteurs. Alors, plusieurs activités étaient proposées, donc des manipulations de fossiles et de moulage pour mieux comprendre la taille des endocrânes et la taille des crânes. C'était aux visiteurs de retrouver quel endocrâne appartenait à quel crâne selon sa taille. Donc c'était quelque chose de très tangible. Des activités de latéralité dont Amine vous a parlé tout à l'heure, qui étaient vraiment sous forme de jeu, où en fait le visiteur pouvait vraiment se sentir inclus dans la recherche et comprendre aussi les expériences de latéralité. Des conférences donc données par Antoine qui
qui résumait bien la recherche avec des petites vidéos en fond pour avoir un support visuel et faire comprendre en 4 minutes environ les passages principaux de la recherche, et un jeu vidéo que j'avais développé, donc surtout à destination des jeunes enfants et des familles, pour faire comprendre comment le cerveau était constitué et les différentes parties du cerveau. Donc quelque chose d'assez pédagogique et d'assez convivial, puisque c'était quelque chose sur un grand écran où en fait toute la famille pouvait participer. Il y avait un petit peu de personnalisation aussi, dans le sens où je reprenais les expériences de latéralité, où il y avait des questions, par exemple, avec quelle main tu tiens ton stylo, avec quel pied tu shootes dans un ballon. Et en fait, c'était une manière assez simple de montrer la symétrie du cerveau en fonction des réponses. Donc on avait un petit cerveau un peu personnalisé à la fin du jeu pour montrer en quoi chaque cerveau était différent et chaque personne unique. Voilà, donc en conclusion, pour moi, un support visuel qui mêle l'esthétique à la rationalisation d'informations, c'est un outil de compréhension vraiment essentiel pour mieux comprendre la recherche et la diffuser à grande échelle. Et c'est pour ça que l'illustration scientifique fait partie des mises en image les plus efficaces pour la diffusion. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et donc, il me reste le plaisir de finir, de vous raconter quelques dernières petites choses sur nos résultats scientifiques et puis vous expliquer un peu les perspectives parce qu'on est loin d'avoir fini. Alors là, vous avez quelques exemples de résultats qu'on a pu obtenir. Le premier aspect du projet, c'était vraiment d'arriver à mieux comprendre l'anatomie du cerveau des humains préhistoriques. Jusque-là, on disposait finalement de fossiles, on moulait l'intérieur, on essayait d'interpréter ce qu'on voyait sur la base de ce qu'on connaissait sur le vivant. Là, pour la première fois, on a eu accès, grâce à vous, à un lien direct entre le cerveau et l'endocrâne, le moulage interne du crâne. Donc, pour chaque personne, on pouvait savoir exactement à quoi correspondait chacun des petits creux qu'on voyait sur l'endocrâne. Donc, ça nous a permis vraiment d'améliorer notre compréhension de la relation entre les deux. Aurélien l'a dit, on a fait un test au début du projet avec le premier endocrâne qu'on avait obtenu. On l'a envoyé aux meilleurs spécialistes mondiaux de l'étude des endocrânes des humains fossiles en leur demandant de marquer ce qu'on décrit d'habitude sur endocrâne. J'ai aussi participé, on l'a tous fait à l'aveugle, et en gros, on avait la moitié de nos réponses qui étaient fausses. Tous. Et pas les mêmes erreurs, et pas les mêmes problèmes. Simplement parce que notre manière de déterminer ces sillons se basait sur de l'estimation, de l'approximation, à partir de données qui n'étaient pas objectives, qui n'étaient pas vérifiées. Là, pour la première fois, on a un gros atlas, c'est ce que vous a présenté Victor, qui permet vraiment de caractériser ce lien et qu'on a pu appliquer ensuite aux fossiles. C'est comme ça qu'on a eu un certain nombre de résultats, des travaux en cours pour décrire des fossiles importants, Florisbad ou MAPA. Ici, c'est Harbin. Bon, ce ne sont pas forcément des mots qui vous disent quelque chose, des spécimens qui vous parlent, mais ce sont des fossiles extrêmement importants dans les débats sur l'origine d'Homo sapiens. Et donc, le fait d'améliorer notre détermination des caractéristiques anatomiques sont vraiment utiles pour tous les travaux qu'on fait pour discriminer ces différents groupes fossiles. On a aussi appliqué des méthodes issues des neurosciences pour caractériser les différences de forme. Les moulages qui sont là, c'est ce qu'on appelle du difféomorphisme. Les codes couleurs là, c'est en fait une comparaison entre un Homo sapiens et un néandertalien. Les zones en bleu correspondent aux zones qui sont plus grandes chez Homo sapiens et les zones en rouge qui sont plus développées chez les néandertaliens. On peut faire des comparaisons d'individu à individu comme ça et avoir une idée générale des variations de forme qu'on a entre tous les spécimens. Et puis l'image que vous avez en bas à droite, c'est le même genre d'analyse avec plein de données métriques qu'on compare ensemble et qui nous permettent après de séparer les différents groupes fossiles. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce au progrès qu'on a pu faire dans la détermination des différentes marques, on a pu observer des différences assez nettes entre des espèces. Ce grand ovale noir, c'est Homo sapiens. Ici, ce sont les néandertaliens. Ici, Homo erectus. Par des analyses complexes de plein de données métriques, on arrive à bien discriminer les différentes espèces sur la forme du cerveau, alors qu'on n'y arrivait pas bien auparavant. Donc tout ça sont des résultats, des progrès qu'on a pu faire grâce à cette étude et grâce à votre participation. C'était la première étape du projet en quelque sorte. Un de ses premiers objectifs aussi, c'était de reconstituer un cerveau de néandertalien.
on y est arrivé. Et puis maintenant, on a encore plein de choses qui s'ouvrent devant nous. Vous avez participé à plein d'autres analyses qui ont permis de mieux comprendre le comportement et la latéralité. L'étape qu'on veut avoir maintenant dans ce qui va suivre, dans le prochain projet qu'on espère pouvoir réaliser, c'est mettre en commun ces données anatomiques du cerveau chez les fossiles et des données comportementales pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du corps et du cerveau des humains préhistoriques. Et au lieu de l'extrapoler sur des données subjectives, avoir des vraies données biologiques quantitatives du lien entre la latéralité, la dextérité, tout ce que vous a montré Ameline, tous ces petits détails, et les différences anatomiques entre la droite et la gauche du cerveau, pour essayer de caractériser un peu mieux la forme du cerveau et les relations comportementales chez les humains préhistoriques. Et c'est pour ça que le prochain projet s'appellera « Faisons parler le cerveau des humains préhistoriques ». Prochaine étape de ces recherches-là. On aura peut-être encore besoin de vous parce qu'on a déjà une base de données qui est exceptionnelle, unique, de données biologiques et comportementales, mais on a peut-être quelques autres idées d'analyse à venir, beaucoup moins difficiles à faire que les IRM, je vous rassure, qui permettront d'aller encore plus loin dans notre compréhension de tout ce lien-là. Et puis, on est exactement dans les temps, c'est merveilleux, on va passer à la partie un peu plus festive. Alors, évidemment, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Mais il reste deux choses à voir. Pour ceux qui ont passé les IRM, il y a une série de surprises qui vous attend en haut. Et puis, on a aussi un modèle reconstitué du cerveau néandertalien. Vous allez pouvoir voir par vous-même à quoi ressemblait un cerveau de néandertalien. Et puis, je profite d'être là face à vous tous pour une dernière fois encore vous remercier vraiment parce que ça a été extraordinaire pour nous d'avoir autant de participants, autant de gens qui acceptent de jouer le jeu, de faire tout ça avec nous, ce qui nous a permis d'obtenir un grand amoncellement de données scientifiques qu'on a pu exploiter et qu'on va encore exploiter pendant des années et des années. Alors un grand merci à vous. Est-ce que vous avez des questions, des aspects, des choses que vous voudriez savoir encore sur le projet et sur ce qu'on a pu obtenir ? C'est très amusant parce que c'est exactement la première question qui a été posée tout à l'heure à la première partie scientifique qu'on a fait pendant 3 heures à discuter de tous les détails. Oui, ça a vraiment du sens et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire. Un aspect que l'on sait par contre, c'est que l'anatomie générale du cerveau chez les grands singes, elle a quelques différences par rapport à celle des humains d'aujourd'hui. Il y a quelques sillons et quelques zones qui sont vraiment différentes. Typiquement, votre participation a permis de répondre à une de ces questions-là pour des espèces fossiles. Il y a une zone qui est impliquée dans le langage, l'aire de Broca, qui est très différente chez les grands singes. Ce n'est pas le même sillon qui passe à cet endroit-là par rapport à chez Homo sapiens. Pour les fossiles anciens, il y avait des débats chez les chercheurs où sur nos moulages, où on voit peu d'informations, certains voyaient la caractéristique liée aux grands singes, d'autres aux humains, on n'était pas sûr. Là, parce qu'on avait cette base de données gigantesque, on a pu clarifier la position de ces sillons-là. En fait, on se trompait. On décalait d'un gros centimètre ce qu'on décrivait, et donc ce qu'on décrivait, ce n'était pas l'aire de Broca. Grâce à toutes ces données-là, on sait mieux où elles se situent sur les endocrânes, et pour une espèce fossile ancienne un peu bizarre, Homo naledi, on a pu sur plusieurs individus identifier exactement les sillons qui correspondent à ce qu'on observe chez Homo sapiens. Donc démontrer, ou au moins avoir des données assez solides pour dire que chez Homo naledi, l'aire de Broca avait les mêmes sillons que chez Homo sapiens. Donc ça a répondu à une question comme ça, très pointue, ouverte, pour laquelle on n'avait pas encore d'éléments. Et donc comparer avec les grands singes, ça va être aussi très utile, en particulier parce que les perspectives, ce serait d'utiliser des données encore plus grandes de cerveau, d'informations sur les sillons pour après pouvoir les appliquer sur les endocrânes et élargir aux grands singes. Ça permettra d'avoir une approche aussi plus robuste des spécimens fossiles où il y a cet aspect mystérieux. Plus on va remonter dans le temps, plus les fossiles auront des sillons qui potentiellement pourront être différents de ceux d'Homo sapiens. Oui.
on n'en est pas du tout là, principalement parce qu'il y a une telle diversité du cerveau chez les humains qu'il y a une multitude de possibilités anatomiques. Ce qu'on observe sur les endocrânes, c'est aussi quelque chose d'extrêmement complexe et variable. Et là où c'est un apport énorme pour ce qu'on fait sur les fossiles, c'est qu'avant, on se basait sur un spécimen moyen, un atlas simplifié, avec des sillons tout droits. Et donc forcément, quand on décrivait les moulages d'endocrânes, j'en ai apporté plusieurs, on vous les montrera après, on simplifiait notre interprétation. Donc on faisait des traits droits. Donc là, on est en fait dans la démarche inverse sur les fossiles qu'on décrit. On va essayer d'avoir plus de certitude sur les petites marques qu'on voit et dire cette zone-là, c'est tel sillon, on en est quasiment sûr parce qu'on le retrouve chez tous les Homo sapiens où on a pu observer ça. Et puis ces zones-là où on ne sait pas, on dira qu'on ne sait pas, plutôt que de prendre le risque de donner un nom d'un sillon qu'on ne pourra pas identifier puisqu'on ne sait pas si c'était différent. Si vous voulez, je vous propose de continuer ces discussions avec chacun d'entre nous en haut, en buvant un verre. Et puis, vous devez être pressé d'aller voir justement ce qui vous attend, les surprises qu'on a préparées. Merci encore, vraiment. Je n'ai pas précisé, c'est à l'étage du